Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Basile pour vous récapituler notre cours sur la réhabilitation de la théorie de Wegener qui, rappelons-le, a été abandonnée car les forces envisagées étaient trop importantes à l'époque. Mais une hypothèse qui est l'expansion océanique va tout remettre en cause. La réhabilitation de la théorie de Wegener fut possible grâce aux arguments apportés par les nouvelles technologies et notamment le sonar qui a permis de reconstituer la topographie des océans. Cette étude des reliefs dans les fonds atlantiques a mis en évidence une symétrie dont l'axe est la dorsale océanique. De plus, avec l'étude du flux géothermique, qui est la quantité d'énergie dissipée par la Terre par unité de surface, le mètre carré, et par unité de temps, l'heure, on retrouve cette même symétrie. En effet, plus on est proche de la dorsale, plus le flux géothermique est élevé, et inversement lorsqu'on s'éloigne de la dorsale. Ces arguments ont amené en 1962 la théorie de Hess, qui énonce que les dorsales correspondraient à des courants ascendants issus du manteau et les fosses océaniques à des courants descendants dans le manteau. La croûte océanique se formerait au niveau des dorsales et disparaîtrait au niveau des fosses, telle que la croûte océanique serait continuellement recyclée, alors que la croûte continentale, moins dense, dériverait en permanence à la surface de la Terre. Les continents se déplaceraient non pas en fendant les fonds océaniques comme le supposait Wegener, mais en étant passivement transportés sur une sorte de double tapis roulant. On commencera à parler d'expansion des fonds océaniques et également d'imaginer qu'au niveau de la dorsale, il y a l'accumulation de matériel mantélique, ce qui permettrait de constituer la croûte océanique. Maintenant, nous allons nous intéresser au paléomagnétisme des roches. Tout d'abord, un champ magnétique est défini par trois choses: une intensité, une direction et un sens. Les roches peuvent perdre ou acquérir un champ magnétique terrestre à une certaine température. On nommera cette température le point Curie. Donc les roches gagnent ou perdent leur magnétisme lors de leur création. C'est ce qu'on appelle la rémanence des roches. On appellera période normale une période où le champ magnétique terrestre sera le même que le champ magnétique actuel. Et au contraire, on appellera période inverse une période où le champ magnétique terrestre est différent du champ magnétique actuel. Au niveau de la dorsale, on retrouve une symétrie de ces anomalies magnétiques avec comme axe de symétrie la dorsale. Cette étude du flux géothermique, de la topographie et du paléomagnétisme nous amène à confirmer la création et l'accumulation de matière au niveau de la dorsale océanique. Or, grâce à ce schéma-ci, nous pouvons voir qu'il y a des séismes en dessous de 100 km de profondeur. Or, nous savons que la sténosphère, qui est en dessous de 100 km de profondeur, contient de la péridotite ductile. Il ne devrait donc pas y avoir de séisme en dessous de 100 km de profondeur, car les roches sont déformables mais ne peuvent pas être cassées. La seule explication d'avoir des séismes en dessous de 100 km de profondeur signifierait qu'il y ait des matériaux cassants qui rentreraient en contact avec la sténosphère. D'après le plan de Wadati-Benioff qui montre l'alignement particulier des séismes et de la lithosphère qui plonge, nous pouvons donc en déduire que c'est la lithosphère qui va plonger sous la sténosphère. La limite entre la lithosphère et la sténosphère est nommée l'isotherme, ce qui correspond à une température de 1300 degrés. En 1967, le phénomène montrant la lithosphère plongeant dans la sténosphère est nommé par une subduction. On dit quoi? 1, 2, 3. Merci de nous avoir écoutés.